Shantana, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, nous avons le plaisir de vous accueillir pour parler ensemble de Comgest Growth Japan, un fonds que vous co-gérez avec une équipe de 3 autres personnes. Un fonds de Comgest qui a un très beau track record, un très bel historique de performance. Alors, on va s'intéresser à une part spécifiquement parce qu'il y a de nombreuses parts de ce fonds. C'est un fonds que vous gérez depuis 2009. Exactement. Mais la part qui nous intéresse, c'est la part RACC. C'est une part en euros et qui n'est pas hedgée et dont la création remonte au 16 novembre 2016. Alors, pourquoi je m'intéresse à cette part? Déjà parce qu'elle est en euros, c'est plus simple. Et aussi parce qu'on vous avait reçu fin 2017 et vous aviez tout un argumentaire, vous faisiez tout un plaidoyer en faveur du Japon, vous disiez il faut y être avec un certain nombre d'arguments. Alors, il se trouve que quand on regarde l'historique de cette part, elle a très bien performé. Félicitations tout d'abord, parce que depuis création, donc le 16 novembre 2016, je le rappelle, au 18 novembre 2018, donc quasiment 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, eh bien, vous avez progressé avec ce fonds de 25,3%. Dans le même temps, le TOPIX, l'indice le plus large de la côte japonaise, a progressé de 9%, et la catégorie action grande cap japonaise n'a, elle, gagné que 7,3%. Donc vous avez très nettement surperformé, notamment grâce à une très belle année 2017, puisque vous avez progressé de 21,58% lors de cette année passée. En 2018, ça a été un peu plus compliqué. Néanmoins, vous avez continué à surperformer, ce qui souligne la qualité de votre gestion, puisque Comgest Growth Japan, par R, je le rappelle, a gagné 3,6% à l'heure où nous parlons. Donc les cours sont arrêtés, les valorisations sont arrêtées au 18 novembre. Le TOPIX, lui, a reculé de 3,8% et la catégorie Action Grande Cap Japon de 5,2%. Donc la qualité de la gestion est démontrée, en tout cas sur cette période-là, on espère qu'elle le sera encore ultérieurement. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur tous les arguments que vous aviez développés fin 2017 en nous disant, voilà, tout ça milite pour investir dans les sociétés japonaises. Et on va les passer en revue et vous allez nous dire s'ils sont toujours valables et si le Japon est toujours une zone géographique dans laquelle investir. Alors, ce que vous nous disiez, c'est tout d'abord, Shantana, que les sociétés japonaises n'avaient jamais eu d'aussi belle croissance des bénéfices depuis très très longtemps. Est-ce que c'est encore le cas? C'est encore valable, Vincent. Je continue à croire et on voit tous les jours que la croissance des sociétés japonaises se font de plus en plus supérieure à celle des autres zones géographiques, c'est-à-dire si on regarde en termes de à partir de 2012 jusqu'à 2018, la croissance est nettement supérieure. Et les derniers résultats qu'on avait vus, malgré les résultats mitigés qu'on avait vus, mais elle affiche quand même près de 7% de hausse au niveau de vente et 8-9% au niveau de bénéfices opérationnels. Mais pour dire que les sociétés ont fait vraiment, sont très conservateurs au niveau de la prévision de croissance au Japon. Donc on peut attendre mieux. On peut attendre mieux. Le niveau de points morts sur les sociétés, ils ont ciblé à peu près 100 yens au dollar. Et on est actuellement à 113. Donc, si les taux de devise restent assez stables, les sociétés japonaises peuvent continuer à bénéficier d'une croissance de PS. De résultats supérieurs donc à celles qu'on trouve dans les autres sociétés du monde développé. Vous disiez que les sociétés japonaises bénéficiaient notamment pour soutenir cette croissance des résultats de plusieurs facteurs. Premièrement, elles ne surinvestissaient plus, c'est toujours le cas? Elles ne surinvestissent plus, elles commencent à utiliser les fonds, les trésoreries justement pour investir. On voit beaucoup des sociétés japonaises qui commencent à s'investir maintenant.
Les sociétés continuent vraiment à se concentrer sur leur core business, à focaliser beaucoup plus sur leur profitabilité. Donc la restructuration qu'elles ont eue les quelques dernières années commence à porter le fruit. Donc, on est quand même assez positif parce que les sociétés sont de plus en plus focalisées sur les bénéfices. Sur les bénéfices, et elles ont amélioré grandement leur trésorerie ces dernières années. Ça, vous nous l'aviez dit aussi, hein, parce que vous nous aviez donné un chiffre qui était assez frappant. C'était qu'en 2009, il n'y avait que 30% des sociétés du top X qui affichaient une trésorerie nette. Oui. Et fin 2017, quand nous vous avions reçu, elles étaient plus de 50% Oui. à afficher une trésorerie nette. Cette tendance se prolonge aujourd'hui? Cette tendance a un peu baissé en termes de trésorerie nette parce que les sociétés ont beaucoup utilisé ces trésoreries nettes pour faire faire des rachats de leurs propres titres et pour augmenter les dividendes. Et elles utilisent ces trésoreries de plus en plus pour faire des acquisitions. Donc, ces trois tendances qu'on avait vues sur les sociétés japonaises. Mais alors du coup, est-ce qu'on peut considérer que les sociétés japonaises ont un peu mangé leur pain blanc? Parce que vous nous dites, finalement, elles commencent à réinvestir, ce qui est bien pour le long terme, mais à court terme, ça peut être un petit peu dommageable pour les bénéfices. Les trésoreries, elles ont déjà consommé une partie pour satisfaire les actionnaires, ce qui a également favorisé la bonne tenue des actions japonaises en 2017. Donc, est-ce que finalement, tous les motifs d'achat qui prévalaient en 2017 existent toujours? Moi, je pense que ça existe toujours pour justement le marché japonais parce que c'est un marché très mal perçu. Beaucoup de sociétés ont beaucoup changé, le sentiment a beaucoup changé et malgré tout, la valorisation de marché reste très, très attractive. On voit l'amélioration de gouvernance d'entreprise, justement faire plus attention aux petits actionnaires. Critique beaucoup les sociétés japonaises parce qu'elles ont beaucoup de cash dans le bilan. Et maintenant, les sociétés japonaises commencent justement à utiliser ce cash pour les actionnaires. Donc elles sont plus orientées dans la satisfaction des actionnaires. Voilà, et orientées pour augmenter la profitabilité des sociétés. Qu'est-ce qui ferait tout de même que le Japon serait une sorte de havre de refuge dans un contexte de marché qui est assez troublé? On a vu que les derniers mois avaient été très agités et que les sociétés japonaises n'avaient pas été plus épargnées que d'autres en bourse. Écoutez, en avant, les sociétés japonaises en premier regard, n'est pas très défensif, à vrai dire. Quand il y a beaucoup de bruit de l'extérieur, c'est le marché le plus touché. Mais au deuxième étape, c'est un marché qui s'en sort assez bien en termes justement des sociétés. Alors j'aimerais qu'on aborde la question du fonds en lui-même. On aborde le fonds exactement. Alors comme GS Growth Japan, c'est un fonds multicap. Multicap, exactement. Alors, vous investissez on a 50% de large cap et 50% de mid-cap, SMID, oui. grosso modo. C'est un fonds assez concentré, c'est un fonds de conviction. Exactement. C'est la marque de fabrique de la maison. Voilà. Nous avons un fonds justement très concentré. Le fonds se concentre entre 35 à 40 titres dans le portefeuille. On a un fonds justement de conviction et un fonds qui réussit à afficher une croissance de bénéfices nettement supérieure au marché même. La croissance du fonds, on se situe entre 15 à 17% dans le temps.
avec le marché qui croît à 10% à peine. On parle de croissance des bénéfices. Hein. Voilà. Alors, c'est un fonds qui a un PER tout de même assez élevé, un PER moyen assez élevé. Vous me disiez tout à l'heure que finalement le marché japonais n'était pas très bien valorisé par rapport aux autres. De mémoire, je crois qu'on est à 12,5 aujourd'hui. Sur le marché, oui. Vous avez un PE, alors ça c'était, j'ai trouvé ce chiffre dans une de vos présentations, alors il date peut-être un peu, avec la baisse il est peut-être inférieur, mais c'était une présentation que vos équipes m'avaient transmise fin de l'été, on était à 25 grosso modo. Le PE du fonds là, maintenant est à niveau de 22 fois. 22 fois, mais entre 22 et 12, il y a une différence. Alors, qu'est-ce qui ferait justement que vous seriez plus épargné, vous, avec les valeurs que vous avez sélectionnées, que le marché? Exactement. Nos sociétés dans notre fonds, ce sont vraiment des sociétés avec des produits niches, des franchises très élevées. Beaucoup de sociétés dans notre portefeuille ont des parts de marché globales supérieures à 50%. Ce sont des sociétés très solides en termes de croissance. Elles s'en sortent beaucoup mieux pendant justement que le marché est en train de bouger dans tous les sens. Donc la forte valorisation ou la valorisation relativement élevée de vos sociétés n'est pas un problème, notamment au regard de la croissance de leurs bénéfices. Exactement. Si vous regardez en termes de croissance et la corrélation des titres de bourse de société, elle suit étroitement. C'est la capacité de la croissance des sociétés à long terme. Je le disais, c'est un fonds de conviction. Juste une petite question technique. Combien de temps vous détenez les titres en moyenne en portefeuille? Nous avons à peu près 50% des sociétés dans le fonds qui ont une durée de détention plus de 5 ans. Ça fait plus de 5 ans que vous les détenez, en fait. Exactement. Et à peu près un tiers de fonds, ce sont des sociétés qui sont dans le fonds depuis près de 10 ans. Je reviens maintenant à la gestion. Donc vous êtes une équipe de 4 personnes, très bien. Aujourd'hui, quand vous regardez ensemble les opportunités, dans la côte japonaise, elles se nichent dans quel secteur? Dans beaucoup de secteurs, je pense, mais on trouve principalement des secteurs domestiques avec la transformation d'industrie industrie domestique plus la dérégulation de M. Abe, qui fait ressortir des sociétés avec une visibilité de croissance très claire. Une société comme on a dans le portefeuille depuis très longtemps, c'est une société domestique qui sont dans ERP, le même genre que SAP, par exemple, une société OBIC qui affiche vraiment une croissance très solide et très défensive avec une marge opérationnelle plus de 55%. Oui, c'est appréciable. Voilà. Alors, il y a un secteur que vous souhaitez apparemment travailler, si j'ose me permettre cette expression, c'est le secteur du Cool Japan. Alors, en fait, c'est un concept, c'est-à-dire que vous dites que le Japon, maintenant, c'est autre chose qu'un manufacturier. Exactement. Le Japon arrive à exporter le style de vie à l'étranger, surtout dans les zones Asie, le Sud-Est et la Chine. On avait vu avec l'arrivée du tourisme, en 2012 par exemple, on a vu le nombre de touristes de 8,5 millions. Cette année, on a vu le nombre atteint à 30 millions. Ce qui est équivalent au nombre d'habitants à Tokyo. Et l'année 2020, le gouvernement cible le nombre de touristes à arriver à 40 millions, ce qui crée vraiment pas mal d'opportunités sur pas mal de sociétés japonaises. Si je peux citer dans le secteur de cosmétiques, par exemple, on peut voir les marques Polar Beast ou Kose, qui affiche une croissance à 2 chiffres les 4-5 dernières années. Et non seulement ces consommateurs asiatiques achètent les produits au Japon, mais ils continuent à acheter les produits qui est made in Japan
dans leur région locale. Oui, donc le Cool Japan, c'est à la fois le tourisme et également l'exportation de l'art de vivre, ou en tout cas l'attrait que suscite l'art de vivre japonais et tout le savoir-faire japonais auprès des populations asiatiques. Exactement. Avec la hausse de la classe moyenne asiatique, suscite les achats justement des produits japonaises, car les produits japonais sont des produits de qualité, les produits très innovatifs, ce qui attire les consommateurs asiatiques. Si vous aviez un exemple de société japonaise illustrant votre approche de l'investissement, ça serait lequel? J'aime beaucoup Fast Retailing, qui est derrière la marque Uniqlo que nous connaissons ici à Paris. C'est une société qui est capable vraiment d'exporter leur marque à l'étranger, qui fait face aux concurrents des sociétés comme H&M ou Zara. Le Fast Retailing a su afficher une croissance à 2 chiffres, aussi bien en Chine, qui affiche à peu près 27% de hausse en Chine au niveau des chiffres d'affaires et à près de 50% au niveau de bénéfices opérationnels. Si nous regardons la croissance entre Zara ou H&M, Fast Retailing est nettement supérieur. Donc c'est un titre que vous avez en portefeuille depuis combien de temps? Ou depuis près de 10 ans déjà dans le portefeuille. Oui. Chantana, on arrive au terme de cette émission. Question un peu rituelle, pas facile, je vous le concède, mais il faut mettre combien de pourcents de Japon dans un portefeuille aujourd'hui? C'est assez difficile, ça dépend ce que vous cherchez. Si vous cherchez la croissance et à avoir un portefeuille dynamique, regardez le Japon. Chantana, merci. Merci beaucoup, Vincent.